Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, CPI, RDC et pour finir, Ukraine. Côte d'Ivoire, alerte info. Les camarades Mimi Oulaye, Niapi, Yoshua, arrêtés le 10 juin dernier lors de la conférence de presse de la CNJC, viennent d'être libérés par le tribunal de Yopougon pour délit non constitué. Le procès des camarades Cissé Mariam, Zagol Alain Durand, Laetitia Nguessan, Yuan Bido, Bamba Adama, Degré Roland, détenus à la Maca, est prévu pour la semaine prochaine. La CNJC remercie l'ensemble des acteurs politiques, civils et judiciaires qui ont œuvré à ces premières libérations et réaffirme sa volonté de maintenir la flamme de la lutte. Côte d'Ivoire toujours avec le communiqué de la CNJC. La Coalition nationale pour le changement CNC organise ce samedi 20 juin 2015 un giga-meeting à la mythique place Figayo de Yopougon. Le présidium de la Coalition nationale de la jeunesse pour le changement, avec à sa tête le camarade Daï Nestor, invite la jeunesse en général et la jeunesse du district d'Abidjan à une mobilisation sans précédent pour faire de ce meeting une fête populaire. Nous devons démontrer par notre mobilisation qu'en Côte d'Ivoire, la majorité c'est nous. Venons confirmer que nous avons définitivement vaincu la peur et les intimidations et que nous sommes résolument tournés vers le changement. Tous à la place Figayo, en avant pour le changement. Pour la CNJC, le secrétaire exécutif porte-parole Serge-Émile Aléba. Tout de suite, CPI par Afrique Média TV. Lorsque les forces exogènes entrent en concubinage incestueux avec les forces endogènes, le résultat est tout simplement la déstabilisation de l'État, voire de tout un continent. C'est un peu le cas avec la Cour pénale internationale qui, à défaut de pouvoir mettre main sur le président soudanais qu'elle le poursuit pour crimes contre l'humanité, est passée par des organisations non gouvernementales sud-africaines afin de faire pression sur Pretoria pour arrêter Omar el-Béchir, alors que ce dernier participait au 25e sommet de l'Union africaine. Mais grâce à la clairvoyance des autorités sud-africaines et la prise de position ferme de l'Union africaine, le numéro 1 soudanais a rejoint Khartoum sans incidence aucune. Cette forme de complicité n'est pas la première qu'a connue le continent africain, quand on se souvient qu'en 2006, l'arrestation de l'ancien président libérien Charles Taylor s'est faite au Nigeria, alors qu'il avait toutes les garanties du régime en place. Et en 2012, quand la Cour pénale internationale le condamne à 50 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, les organisations non gouvernementales dites de défense et de droits de l'homme, telles que Human Rights Watch, étaient en première ligne pour exprimer leur satisfaction et se projeter vers leurs futures victimes, à savoir Omar el-Béchir et Bachar al-Assad, le président syrien. Mais l'Afrique semble avoir retenu les leçons du passé, avec l'assassinat du guide de la révolution libyenne Mouammar Kadhafi et l'arrestation arbitraire et unilatérale du président Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire. De plus en plus de voix s'élèvent, y compris dans la classe dirigeante, pour demander le retrait des signatures des pays africains qui avaient ratifié le traité de Rome. Quant au peuple en colère, il demande la dissolution pure et simple de la CPI. Tout de suite, RDC, dialogue national. L'actualité reste marquée par le dialogue politique en RDC. Le chef de l'État poursuit les consultations au présidentiel. Après avoir reçu mercredi une délégation des sénateurs, Joseph Kabila a reçu ce jeudi les patrons de la presse, conduits par leur ministre tutelle, Lambert Mende. Suivez. Malgré la multitude de délégations déjà reçues, Joseph Kabila prête oreille au quatrième pouvoir, celui qui a un contact permanent avec l'opinion. À l'honneur, les patrons des médias congolais, le CESAC et l'Union nationale de la presse du Congo. À la tête de la délégation, Kasonga Chilunde, président de l'Union nationale de la presse du Congo. Près d'une heure d'échange avec Joseph Kabila, un point de vue unique, pas de déclaration individuelle. C'est le président de l'UNPC qui livre le secret de la rencontre. Nous sommes venus à la source pour avoir l'information vraie, l'information juste. Et M. le Président de la République nous a entretenus sur tout ce qu'il a fait jusqu'aujourd'hui dans le cadre des consultations. Et nous lui avons rassuré aussi que la profession UNPC était contente et apprécie cette initiative parce que nous estimons qu'il faut se parler. Il faut se parler
pour que nous puissions avoir un apaisement, pour que les élections qui viennent se déroulent dans le calme. Enjeux électoraux, la période est plus que cruciale pour le pays. Les hommes et les femmes des médias devront jouer un rôle de premier choix, bien informer la population. Ils sont ici appelés à plus de responsabilité, mais dans la neutralité. La presse doit adopter l'attitude de neutralité, de positivité. La presse doit être une force qui travaille dans l'intérêt du pays. Ailleurs, vous ne pouvez pas entendre parler d'un journaliste qui vilipende son pays, ça n'existe pas. À travers ces consultations, Joseph Kabila rencontre les préoccupations de toutes les couches sociales du pays et montre ici, à la face du monde, ses capacités de rassembleur pour consolider les acquis. Et pour finir, Ukraine par Xavier Moreau. En tant qu'État-nation, l'économie ukrainienne est morte, l'armée ukrainienne n'existe plus. Et il faut bien dire qu'il n'y a plus de volonté de vivre ensemble. Donc l'Ukraine en tant qu'État-nation sur le modèle, on va dire français, qui est un peu le modèle de toutes les nations, en tant que construction historique viable, n'existe plus. L'Ukraine économique n'existe plus parce qu'elle sort bien évidemment d'une guerre. Il y a aussi une armée qui existe. J'avais vu les images dans la grande presse il y a peu de temps. Mais en fait, l'armée qui existe, en fait, elle n'est plus capable de combattre. Déjà parce qu'il n'y a pas de volonté de se battre de la part de... Il y a des chars, mais si vous regardez bien, c'est ce qu'on appelle en russe les complektatsiya, c'est-à-dire l'équipement des chars est très ancien. Ils vont chercher des vieux BTR, des BTR 60. Ils n'ont plus de quoi mener une guerre sérieuse. Alors qu'en fait, en face, notamment après la chute de Debaltsevo, l'armée rebelle est particulièrement bien équipée et s'entraîne. Et ça, on voit ça de manière très claire dans les médias ukrainiens. C'est-à-dire qu'on voit les instructeurs américains qui forment les soldats ukrainiens à la guerre de force spéciale, c'est-à-dire on encercle à 30 une maison, on donne l'assaut, on rentre par la fenêtre, on enlève des gens dans la rue, on leur apprend aussi à enlever des gens dans la rue, etc., etc. Mais ça, c'est une guerre de force spéciale. C'est une guerre quand vous êtes un pays cohérent et que vous avez découvert que vous avez un terroriste ou une bande de terroristes enfermés dans une maison et vous donnez l'assaut. Ce qui se passe dans le Donbass, c'est une guerre de moyenne intensité de type classique. Donc il y a des chars, il y a de l'artillerie. Et vous voyez la différence sur les réseaux sociaux, notamment du Donbass, où eux font des campagnes de tir, d'artillerie, des manœuvres de chars. On y reviendra, mais alors dans ce cas-là, comment expliquer que la presse de sensibilité pro-russe dénonce une offensive de l'armée ukrainienne? Si elle n'existe plus, il n'y a plus d'offensive. Tout à fait. L'armée ukrainienne n'est plus en état de faire une grande offensive qui lui permettrait de reprendre le Donbass. En revanche, ce qu'elle peut faire, c'est des offensives limitées qui permettent de justifier le maintien des sanctions contre la Russie. Et c'est ce à quoi on a assisté la semaine dernière à Marinka, où d'ailleurs ça a failli mal se terminer pour Kiev, puisqu'ils ont démarré l'offensive à 5h du matin, et à midi, ils avaient perdu Marinka. Et pour s'en sortir, ils ont dû sortir l'artillerie lourde devant l'OSCE en expliquant que c'était juste pour contenir la contre-offensive des rebelles. Et la réalité, c'est que notamment sur cette opération, les rebelles désormais contrôlent la moitié ou les 2/3 de Marinka. Donc en fait, le gros risque aujourd'hui sur Kiev a besoin, et surtout Washington a besoin d'offensives limitées pour maintenir un état de guerre, pour pouvoir justifier la prolongation des sanctions contre la Russie. Mais d'un autre côté, s'ils font une offensive trop forte, les rebelles vont contre-attaquer. Et comme ils sont bien meilleurs, bien plus manœuvrants, bien plus efficaces, dans ce cas, ils peuvent très bien, pourquoi pas, encercler Mariupol ou reprendre Artemiov ou Slaviansk. Est-ce qu'en l'état actuel, Kiev pourrait tomber? Kiev pourrait tomber, mais à mon avis, pas dans le domaine militaire. Kiev pourrait tomber à cause du défaut, le fait de ne pas payer ses dettes. Et donc l'État central kievin peut s'écrouler et provoquer une fédéralisation de facto, où finalement les régions les plus fortes, ça va devenir les régions les plus riches, et on va avoir un basculement, je dirais, du pouvoir politique vers l'Est. Et une nouvelle capitale qui peut être Kharkov, par exemple. Le président ukrainien peut compter sur la solidarité des pays occidentaux. Mais compter, oui, sur la solidarité, les déclarations, il en a eu le droit, non, financière, non. Non, parce qu'il faudrait mettre 27 milliards de dollars sur la table. Il faudra arrêter d'exiger de l'Ukraine des réformes totalement aberrantes, d'augmenter par exemple l'âge de la retraite au-delà de l'espérance de vie ou des choses dont seul le FMI est capable. Et il n'y aura pas d'argent. Et aujourd'hui, on donne l'argent à Kiev suffisamment pour rembourser ses dettes. Les Américains d'urgence ont garanti 1 milliard de dollars d'émissions de bons du Trésor ukrainien la semaine dernière. Sinon, c'était la banqueroute tout de suite. Mais de toute manière, l'Ukraine est déjà en banqueroute. La question, c'est à partir de quand est-ce qu'on va le reconnaître?
Mais il y a une échéance qui arrive bientôt, qui est le remboursement de 75 millions de dollars à la Russie. Donc, puisque la Russie a acheté en décembre 2013 pour 3 milliards de dollars de bons du Trésor ukrainien sur la bourse de Londres. Donc, on peut pas ne pas rembourser. C'est pas comme les emprunts français en 1917. Et donc, soit l'Ukraine rembourse, soit elle ne rembourse pas, et dans ce cas, ça veut dire qu'elle est en défaut, et donc automatiquement, toutes les institutions financières internationales ne peuvent plus prêter d'argent. Mais de toute manière, c'est pas la solution. Parce que même si les institutions internationales continuent à prêter de l'argent, c'est pour rembourser de la dette. Donc c'est pas un investissement dans l'économie réelle, c'est juste rembourser de la dette. Et aujourd'hui, le problème pour les États-Unis notamment, c'est que cette dette est détenue par des fonds d'investissement américains à 80%. On va rester sur les Américains et Kiev. À Kiev, dans un discours face à plusieurs centaines d'Ukrainiens, l'ambassadrice américaine près de l'ONU, Samantha Power, a dénoncé les mensonges éhontés, je la cite, de la Russie, occupation de la Crimée par les troupes russes, avérée et reconnue, formation, armement, financement des séparatistes pro-russes dans l'Ukraine. Ça, c'est un constat qu'on peut difficilement remettre en cause. Alors, bien sûr, sur la Crimée, après, on va pas faire une émission sur la Crimée, mais du point de vue du droit, en fait, la Crimée a toujours appartenu à la Russie. Bon, ce serait une émission à soi tout seul, mais même du point de vue du droit soviétique, le rattachement de la Crimée à la République socialiste soviétique d'Ukraine n'était pas légal. Après, il faudrait faire vraiment, encore une fois, une émission là-dessus, donc je vais pas insister là-dessus. Effectivement, la Russie s'est réunifiée avec la Crimée et s'est actée. Et d'ailleurs, honnêtement, les discours sont les discours, mais toutes les chancelleries occidentales considèrent que la Crimée est rattachée à la Russie. Point. C'est réglé. Après, que la Russie finance la rébellion du Donbass, qu'est-ce que ça veut dire financer? C'est sûr que quand la Russie envoie des convois humanitaires dans le Donbass, ça permet à l'État autoproclamé de subsister. La question fondamentale, et c'est sûr qu'il y a des volontaires russes et des soldats russes, soit, je sais pas, en congé sans solde ou à la retraite dans le Donbass, je veux pas le nier. Même le président Zarachenko l'a reconnu. D'accord, mais il y a beaucoup quand même de soldats à la retraite ou sans soldes en vacances, parce que Madame Power considère que les troupes régulières, dit-elle, russes, sont de l'ordre de 10 000 personnes aux côtés des 30 000 rebelles. Mais Henri, il parle à un moment, le président Poroshenko s'y parlait de 500 chars, 10 000 hommes, une division, mais c'est totalement aberrant. Parce que de la défense, dans ce cas, où sont les preuves? Parce que quand une division russe se déplace, ça se voit sur le terrain. Donc tous les satellites américains de la région sont braqués sur l'Ukraine, donc on verrait le déploiement des forces. En plus, c'est pas que des chars et des hommes, c'est toute la logistique. C'est les véhicules pour dépanner les chars, c'est les pièces détachées, c'est le carburant, c'est les munitions. Donc c'est des trains de logistique colossaux. Donc évidemment qu'on n'a pas de déploiement de l'armée russe dans l'est du Caucase. Sinon, les preuves abonderaient en permanence. Et pour l'instant, il y en a aucune. Il n'y a pas une seule preuve de la présence russe en Ukraine, de la présence de l'armée russe, des volontaires russes. Même le président Zarachenko, donc de la République autoproclamée de Donetsk, a reconnu, je crois que c'était en fin d'année dernière, qu'il y avait au moins 3500 volontaires russes. Et même si je comprends bien votre analyse, l'armée russe n'a pas intérêt particulier à rentrer dans le Donbass parce que face à elle, il n'y a pas de riposte. Mais voilà, et surtout si l'armée russe intervient dans le Donbass, ça veut dire que le Donbass va être réunifié à la Russie. Or, l'ambition de la Russie, il faut bien le comprendre, c'est pas ni l'indépendance ni le rattachement du Donbass à la Russie, c'est de maintenir l'Ukraine dans sa zone d'influence. Et le Donbass fait partie d'un instrument qui va lui permettre à terme, puisque ce qu'attend la Russie depuis le début, la politique des Russes n'a pas changé. Depuis le début, la Russie attend la banqueroute de l'État ukrainien. Parce que la Russie sait que sans le financement des Russes, sans le gaz pas cher, sans la Russie comme client, client quasi unique de l'industrie ukrainienne, l'Ukraine économiquement n'est pas viable. Donc aujourd'hui, les Russes attendent tout aussi calmement qu'ils attendaient il y a un an et demi, ils attendent la banqueroute et que l'Ukraine revienne vers eux en disant finalement on va vous vendre ce qu'on vous vendait, on aurait besoin de gaz pas cher, on aurait etc. Et comme la Russie considère que les Ukrainiens sont non pas un peuple frère mais le même peuple, le jour où ça s'arrivera, vous verrez que les Russes livreront du gaz à $50 les 1000 mètres cubes, rachèteront, se redeviendront les meilleurs clients de l'Ukraine industrielle. Il est vrai que l'Ukraine industrielle c'est l'Est, donc c'est des Russes ou des russophones. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.